Mes parents m'ont exclu du réveillon de Noël. Sans avertissement, sans hésitation, juste la voix de ma mère au téléphone: ta sœur veut que son nouveau copain fasse bonne impression. Et ta présence. Ça ne collerait pas avec l'image qu'elle veut donner. J'étais dans mon garage, les mains pleines de cambouis, l'air froid me mordant la nuque, quand la ligne est devenue silencieuse. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement raccroché et fixé le sol comme s'il pouvait soudainement me donner des réponses. Je pensais que l'histoire s'arrêtait là. Mais le lendemain matin, ma famille a débarqué chez moi, furieuse. Et le fameux copain m'a regardé et a dit quelque chose qui a tout changé. Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 32 ans, et je suis mécanicienne. Je passe plus de temps sous les capots de voitures que sous les lumières tamisées des tables de fête. Les gens disent que j'ai l'air plus douce que mon métier ne le suggère, de longs cheveux que j'attache toujours, des yeux qui en disent plus que je ne le voudrais, et un visage qui reste féminin même avec une tache de graisse sur la joue. Mais rien de tout ça n'a jamais compté pour ma famille. Pour eux, j'ai toujours été celle qui répare les choses, pas celle qui a sa place. J'ai grandi dans une maison où les apparences étaient tout. Ma mère façonnait notre famille comme certains gèrent leur profil sur les réseaux sociaux. Sourire parfait, tenue parfaite, histoire parfaite. Et à côté de ma petite sœur, Amélie, la parfaite ambassadrice de la marque familiale, j'étais toujours le personnage secondaire. Amélie brillait. Amélie éblouissait. Amélie entrait dans une pièce comme si elle s'attendait à être applaudie, et c'était souvent le cas. Mon père jouait le jeu. Pour lui, une fille avec de jolies boucles travaillant dans la communication était une fierté. Une fille qui changeait des plaquettes de frein et retapait de vieux moteurs. C'était pratique, disait-il. Pas douée, pas talentueuse, juste débrouillarde. Je ne me suis jamais rebellée. J'ai appris très tôt que défier le récit de la famille Dubois ne faisait qu'empirer les choses. Alors, je suis restée silencieuse, forte, celle qui gérait. Quand l'évier fuyait, je le réparais. Quand Amélie a cabossé sa voiture, j'ai traversé la ville à minuit pour la dépanner. Quand mes parents oubliaient de payer certaines factures, j'intervenais avant que les pénalités ne tombent. Je me suis tellement investie pour eux que j'ai à peine remarqué à quel point je m'étais vidée. Mon garage, dans la banlieue de Lyon, est devenu le seul endroit où je me sentais chez moi. Le sol en béton, l'odeur d'huile, le vrombissement d'un moteur qui reprend son souffle. Ces choses avaient un sens, contrairement à ma famille. Les machines n'avaient pas honte de moi. Elles ne me comparaient pas à Amélie. Elles ne me demandaient pas de me faire plus petite. Alors, quand ma mère m'a désinvitée du réveillon de Noël, ce n'était pas une surprise. Ça m'a quand même fait mal, une douleur profonde et lancinante que je ne voulais pas admettre, mais ce n'était pas nouveau. Elle a utilisé le même ton doux et poli qu'elle employait toujours avant de dire quelque chose de cruel. Ta sœur veut que son copain ait une première impression parfaite, avait-elle dit. Elle pense que ta présence pourrait compliquer les choses. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment après avoir raccroché. Les néons du garage grésillaient au-dessus de moi, vacillant sur le capot d'une camionnette que je réparais pour Monsieur Bernard. Dehors, le vent soufflait vivement contre les portes, apportant l'hiver avec lui. C'était étrange de réaliser que ma propre famille pouvait m'exclure d'une fête censée célébrer le partage. Mais quelque chose a changé en moi. Pas de la colère, pas encore. Plutôt un déclic silencieux, comme un boulon qui se serre enfin après des années de jeu. Une clarté. J'ai nettoyé mes outils. J'ai fermé le garage à clé. Je suis rentrée chez moi, seule. Et pour la première fois de ma vie, je me suis demandé à quoi ressemblerait le fait de construire quelque chose qui ne les inclurait pas du tout. Le lendemain matin, quelqu'un a martelé ma porte assez fort pour faire trembler le cadre. J'étais encore à moitié endormie, les cheveux détachés sur mes épaules, quand j'ai ouvert et trouvé toute ma famille sur mon paillasson. Ma mère, mon père, Amélie, et le fameux petit ami pour qui elle avait apparemment préparé le monde entier. Leurs visages étaient rouges de froid et de colère. Surtout de colère. Ma mère n'a même pas dit bonjour. Pourquoi tu as raconté à tout le monde que tu n'étais pas invité? Sa voix a tranché l'air comme si elle en avait tous les droits. Je n'ai rien dit à personne, ai-je répondu. Forcément que si, a-t-elle répliqué sèchement.
Ta grand-mère nous a appelés pour savoir ce qui s'était passé. Tu sais à quel point nous avons été humiliés? Humiliés? Le même mot qu'elle avait utilisé à mon sujet, susceptible de gâcher la parfaite première impression d'Amélie. Mon père s'est avancé à son tour, secouant la tête comme si j'étais un problème qu'il pensait avoir résolu des années auparavant. Tu déformes toujours tout, Chloé. Tu nous fais toujours passer pour les méchants. Amélie a croisé les bras, enveloppée dans un manteau couleur crème qui semblait n'avoir jamais connu la saleté. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, comme si mon t-shirt ample et mon pantalon de pyjama l'offensaient personnellement. C'est franchement incroyable que tu nous fasses ça maintenant, a-t-elle dit. Tu sais à quel point je suis sous pression. La pression? J'ai failli rire, mais c'est alors que le copain d'Amélie s'est avancé, les mains dans les poches, observant la scène en silence. Lucas Bonnet, grand, propre sur lui, le genre de type pour lequel Amélie s'entraînerait à sourire devant le miroir. Il n'avait pas l'air furieux comme les autres. Il avait l'air perplexe. Ma mère a continué. Tu aurais dû accepter qu'Amélie essaie de construire une certaine image. Sa carrière en dépend. Toi, débarquant avec tes chaussures de sécurité et sentant le cambouis. Mon père a coupé court. Ce n'est pas un drame de te demander de rester à la maison pour une fois. Amélie a ajouté, ce n'est littéralement pas la mer à boire. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés empiler leurs logiques, leurs excuses, leurs sentiments de légitimité les uns sur les autres, comme des briques. Mon silence ne faisait que les rendre plus bruyants. Finalement, ma mère a demandé, tu n'as rien à dire pour ta défense? Avant que je puisse répondre, Lucas a pris la parole. Attendez une seconde, a-t-il dit lentement, en me regardant à nouveau. Mais. Vous êtes Chloé Dubois. Le silence s'est fait sur le perron. Amélie a cligné des yeux, décontenancée. Qu'est-ce que tu fais, lui a-t-elle chuchoté sèchement, mais Lucas ne l'a pas regardé. Il s'est approché. C'est vous qui avez restauré cette Alpine à 110 de 72. Celle dont tout le monde parlait sur les forums. Mon souffle s'est coupé, non pas parce qu'il m'avait reconnu, mais parce que ma famille, elle, ne me reconnaissait pas. Ils ne connaissaient même pas le travail dont j'étais la plus fière. La mâchoire d'Amélie s'est décrochée. Quoi? Mais non, elle ne fait que réparer des voitures. Lucas a secoué la tête. Non, elle les reconstruit, elle les restaure. J'ai suivi son travail pendant des mois. Mon père a eu un ricanement. Vous plaisantez. Ma mère a froncé les sourcils, déstabilisée. Amélie est devenue cramoisie, de ce rouge qui monte du cou jusqu'aux joues quand le sol se dérobe sous vos pieds. Le regard de Lucas était constant, presque admiratif. Votre travail est incroyable. Et d'un seul coup, la hiérarchie familiale s'est fissurée. L'image parfaite d'Amélie vacillait, le scénario de ma mère se brouillait, la certitude de mon père s'effondrait. Pour la première fois, quelqu'un de leur monde me regardait, non pas comme un outil, non pas comme une source de honte, mais comme quelqu'un qui comptait. Et ils détestaient ça. Pendant un instant, personne n'a parlé. L'air froid nous enveloppait, et même la neige semblait tomber plus lentement. Ma famille était figée, prise de court par quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé, que quelqu'un puisse voir en moi une valeur qu'elle n'avait jamais reconnue. Ma mère a été la première à se reprendre. Elle s'est placée devant Lucas avec un sourire crispé. Eh bien, tout ça est très gentil, mais ça ne change rien. Nous sommes venus parce que nous devons parler de responsabilité. Responsabilité. Ce mot avait été enchaîné à mes chevilles toute ma vie. Mon père s'est raclé la gorge. Le toit fuit encore. Il faut que tu viennes jeter un œil aujourd'hui. Amélie a enchaîné instantanément. Et moi, il me faut de l'argent. Pour les décorations d'un événement pour le travail. Tu sais à quel point c'est important. Tu peux me faire un virement d'ici ce week-end? Je l'ai dévisagé. Tu me demandes de l'argent après m'avoir désinvité. Elle a levé les yeux au ciel comme si je venais de dire une énormité. Ne sois pas ridicule. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas avoir un événement qui a l'air bas de gamme. Ça rejaillit sur mon travail. Ma mère a hoché la tête vivement. Une famille, ça s'entraide. Ou tu l'as oublié?
J'ai failli rire. L'ironie était si forte qu'elle m'a serré la gorge. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser. Ils étaient venus pour réclamer leur dû. Les yeux de Lucas passaient lentement d'eux à moi. « Vous êtes sérieux ?» a-t-il demandé doucement. « Après tout ce que vous venez de lui dire ?» Mon père a aboyé. « Ça ne vous regarde pas », mais Lucas n'a pas reculé. Il m'a étudié avec une sorte de clarté à laquelle je n'étais pas habituée. « C'est normal pour eux, ce genre de comportement ?» Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Amélie a levé les bras en l'air. « On peut se concentrer, Chloé ? J'ai vraiment besoin de l'argent et du truc du toit. Papa a déjà dit à tout le monde que tu t'en occuperais. Ne nous fais pas passer pour des imbéciles. » Encore ce mot, l'image. Toujours l'image. Quelque chose en moi a basculé. Pas une rupture nette, mais un tassement lent et indéniable, comme du sable qui se dépose enfin au fond d'un verre. Non, ai-je dit. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas en colère. C'était stable, ancré, définitif. Ma mère a cligné des yeux. « Qu'est-ce que tu as dit ? » « Je ne réparerai pas le toit, ai-je répété. Je ne paierai pas pour les décorations. Et je ne couvrirai plus les factures. C'est terminé. Le silence s'est abattu sur le perron. Mon père s'est avancé. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je l'ai interrompu. Tout ce que vous avez fait ? Vous voulez dire me nourrir quand j'étais enfant ? C'est le rôle des parents, pas un prêt. Amélie a ricané. Tu es ridicule. Tu aides toujours. Plus maintenant, ai-je répété, les mots pesant plus lourd cette fois. La voix de ma mère s'est élevée. Nous t'avons élevé. Et j'en suis reconnaissante, ai-je répondu calmement. Mais ça ne vous donne pas le droit de vous en servir comme d'un contrat à vie. Le vent a sifflé entre nous, me renvoyant leur stupeur comme une bouffée d'air glacé. Lucas a expiré lentement, presque soulagé que quelqu'un le dise enfin. Bien joué, a-t-il murmuré, juste assez fort pour qu'il l'entende. Le visage d'Amélie s'est tordu. Pourquoi tu prends son parti ? Il l'a regardé droit dans les yeux. Parce qu'elle n'a pas tort. L'équilibre a de nouveau basculé, cette fois plus vite, plus brutalement. Les joues de ma mère se sont empourprées. Les poings de mon père se sont serrés. Les yeux d'Amélie brillaient d'une fureur que je n'avais jamais vue. Tu le regretteras, a lancé mon père. Mais je ne ressentais pas de peur. Je ressentais autre chose, quelque chose de calme et de puissant qui montait en moi. Des limites. Pour la première fois. Partez, ai-je dit. Ils n'ont pas bougé au début. Puis Lucas a fait un pas en arrière, non pas vers eux, mais vers moi. Cela a brisé l'emprise qu'ils pensaient encore avoir. Ils sont partis dans une tempête d'indignation et de portières claquées, la neige tourbillonnant dans leur sillage. Je les ai regardés s'éloigner, ma respiration régulière, mon cœur étrangement calme, et j'ai su qu'une ligne avait été tracée, une ligne qui ne pouvait être effacée. La neige s'était déjà accumulée contre les portes du garage lorsque le soir du réveillon de Noël est arrivé. À l'intérieur, les chauffages vrombissaient, les guirlandes lumineuses projetaient une lueur ambrée et chaude sur le béton, et les rires remplissaient l'espace d'une manière que je n'avais jamais entendue dans ma maison d'enfance. Monsieur Bernard racontait des anecdotes sur ses tournées de facteur pendant les tempêtes de neige. Les adolescents du foyer pour jeunes se taquinaient à propos de petits pains brûlés. La petite Lina courait entre les tables avec un biscuit en forme d'étoile tordue. Aïcha m'a serré si fort dans ses bras à un moment donné que j'ai dû rire pour qu'elle desserre son étreinte. Ce n'était pas chic. Ce n'était pas orchestré, mais c'était réel. Et pour la première fois de ma vie, j'avais le sentiment d'appartenir à un endroit. J'allais me resservir du cidre chaud quand la porte du garage a tremblé si violemment que tout le monde a sursauté. Avant que je puisse bouger, les portes se sont ouvertes à la volée et l'hiver nous a percutés, accompagnés de 3 voix que je ne connaissais que trop bien. Ma mère, mon père, Amélie. Leurs visages étaient rouges de froid et d'autres choses, une rage qui avait mijoté assez longtemps pour déborder. Ma mère m'a pointé du doigt comme si j'avais commis un crime. « Tu nous as humiliés !» Sa voix a résonné contre les poutres métalliques. « Tu sais ce que les membres de la famille ont dit après que tu as abandonné le réveillon ?
Après que tu leur as raconté des mensonges sur nous? Je sentis tous les regards dans le garage se tourner vers eux. Mon père s'est avancé, pointant un doigt accusateur vers moi. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Maintenant que tu as ton petit garage et tes fans? Amélie les a bousculés, le mascara coulant sur ses joues. Lucas est parti, a-t-elle dit, la voix brisée. Il est parti le soir de Noël. Il a dit qu'il avait besoin de prendre ses distances avec ma famille, et avec moi. Elle m'a foudroyé du regard comme si elle voulait déchirer l'air entre nous. C'est de ta faute. Un faible murmure a parcouru la pièce. Les adolescents la fixaient. Aïcha a attiré Lina vers elle pour la protéger. Monsieur Bernard s'est lentement levé, sa canne à la main. Ce n'est pas moi qui l'ai fait partir, ai-je dit doucement. La voix d'Amélie est devenue stridente. Tu me l'as pris? La voix de Lucas est venue de derrière eux. Il est apparu dans l'encadrement de la porte, le manteau saupoudré de neige. Non, a-t-il dit fermement. Ce n'est pas elle. Amélie s'est retournée vers lui. Pourquoi es-tu là? Il l'a regardée avec une gravité qui m'a noué l'estomac. Parce que je voulais être dans un endroit authentique ce soir. Ta sœur a construit quelque chose ici. Et vous? Sa voix s'est durcie. Vous n'avez jamais apprécié qui elle est. Ma mère a eu le souffle coupé, comme si on l'avait giflé. Pardon? Lucas l'a ignoré. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je suis désolée que tu aies vécu avec cette dynamique pendant si longtemps. Le silence pesait sur les murs. Mon père a ricané. C'est ridicule. Nous sommes sa famille, pas vous. Lucas n'a pas bronché. Une famille ne la traite pas comme un service de dépannage. Amélie a explosé. Tu l'as choisie, elle. Il a secoué la tête. Je choisis la décence. La pièce retenait son souffle. La voix de ma mère s'est de nouveau élevée. Chloé, dis-lui qu'il a tort. Dis-lui que tu n'as pas payé nos factures, réparé notre maison, porté cette famille. Dis-lui que nous ne dépendions pas de toi. Je suis passée derrière l'établi, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée des semaines plus tôt. Je l'ai tendue. Ce sont les paiements, ai-je dit. Tout ce que j'ai couvert pour vous au fil des ans. Mon père l'a arraché avec un rictus triomphant, jusqu'à ce qu'il déplie les papiers et que son expression change. Assurance, réparation, frais, dépannage d'urgence, chaque euro, chaque service oublié. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs. Les lèvres d'Amélie tremblaient. Tu as tout noté, a murmuré ma mère. Non, ai-je dit. J'ai posé des limites. Vous ne les aviez simplement jamais remarquées jusqu'à maintenant. Un lourd silence s'est installé. Tu es incroyable, a dit mon père, la voix tremblante. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Tu nous dois le respect. Non, ai-je répondu calmement. Je vous dois l'honnêteté. Et la voici, c'est fini. Le cri d'Amélie a déchiré l'air. Tu as tout gâché. Lucas s'est interposé entre elle et moi. Arrête de la blâmer pour ton propre comportement. Ma mère s'est jetée en avant, tendant la main vers les papiers comme si elle pouvait les effacer. Personne ne croira ça. Personne ne te croira. J'ai fait un geste vers l'assemblée. Eux, ils me croient déjà. Tous les visages dans le garage la regardaient, non pas avec hostilité, mais avec vérité, avec clarté, avec déception. La voix de mon père s'est brisée. Tu le regretteras, Chloé. J'ai secoué la tête. Non, je regrette d'avoir laissé ça durer aussi longtemps. Amélie a fixé Lucas, le désespoir fissurant sa voix. S'il te plaît, rentre à la maison. Ce n'est pas qui nous sommes. Lucas l'a regardé avec une tristesse qui semblait définitive. C'est exactement qui vous avez toujours été. Je ne l'avais simplement pas vu. Les larmes coulaient sur le visage d'Amélie. Alors, tu choisis son garage plutôt que moi. Je choisis un endroit où les gens se traitent avec respect, a-t-il dit. Ma mère a reculé, la poitrine haletante. Mon père marmonnait des jurons. Tous les trois semblaient plus petits que je ne les avais jamais vus, exposés, dégonflés. Plus de public à impressionner.
J'ai ouvert plus grand la porte du garage et me suis écarté. Partez, ai-je dit. Pour la première fois de ma vie, ils ont obéi. La neige a avalé leurs pas alors qu'ils retournaient dans la nuit, leurs silhouettes s'estompant jusqu'à ce que la tempête les emporte. Lucas s'est tourné vers moi. Ça va? J'ai hoché la tête, car quelque chose en moi s'était enfin apaisé. Pas de la colère, pas du triomphe, juste de la paix. Je suis retourné dans la chaleur du garage où ma famille choisie attendait, silencieusement, patiemment, avec amour. Passons à table, ai-je dit. Et la pièce a expiré d'un seul souffle. La tempête dehors a duré toute la nuit, mais à l'intérieur du garage, quelque chose a changé, comme si l'air avait enfin compris que je ne portais plus le poids de 2 familles. Après le départ de mes parents, les gens sont lentement retournés à leurs assiettes, à leurs conversations, à leurs rires. Ce n'était ni forcé, ni gênant. C'était doux, comme une blessure qui commence à se refermer. Lucas est resté un peu, aidant Monsieur Bernard à monter dans sa voiture et préparant des restes pour les adolescents. Quand il a finalement dit bonsoir, il a posé une main sur mon épaule, sans s'attarder, juste avec honnêteté. « Tu as construit quelque chose de bien ici », a-t-il dit. « Ne laisse personne te l'enlever. » Dans les jours qui ont suivi, le silence de mes parents ressemblait moins à une punition qu'à un espace. Un espace pour respirer, pour grandir, pour me souvenir que je n'avais pas besoin de leur approbation pour exister. Le travail au garage a repris. Les adolescents sont revenus pour les leçons du samedi. Aïcha et Lina sont passés avec une carte de remerciement. Même le soleil d'hiver semblait un peu moins dur à travers les fenêtres. Noël est passé. Janvier s'est installé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti le calme d'un avenir qui n'appartenait qu'à moi. 1 an plus tard, je me tenais devant mon garage, regardant la neige tomber sur le parking, les lumières brillant chaudement derrière moi. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était enfin la mienne. Stable, choisie, méritée. Je ne cherchais plus une place à une table qui n'avait jamais voulu de moi. J'avais construit la mienne, et d'une manière ou d'une autre, elle s'était remplie toute seule.